s'insinua dans son esprit. S'il n'avait pas encouragé sa vocation religieuse, serait-elle encore là aujourd'hui? Serait-elle mère, enseignante, vivante et en bonne santé, au lieu de Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit Père Étienne d'un ton sec, faisant le signe de la croix pour chasser cette pensée traîtresse. Il ne pouvait pas se permettre de remettre en question le plan de Dieu, même dans ses moments les plus sombres. Mettant de côté la photographie de Thérèse, il en prit une autre, la dernière image connue des 4 religieuses disparues. Elles étaient assises ensemble sur un banc en bois à l'extérieur de la petite chapelle isolée Sainte-Denise, près de la lisière de la forêt de Brocéliande. Sœur Madeleine et sœur Jeanne, les plus âgées, étaient assises les mains croisées calmement sur leurs genoux, leurs visages marqués par le temps mais sereins. Sœur Béatrice était assise à côté d'elle, sa posture plus détendue, mais son expression révérencieuse. Et à côté d'elle se trouvait Thérèse, la plus jeune, ses yeux brillants de détermination même sur la photographie fanée. La photographie avait été prise par un visiteur local quelques jours avant la disparition des religieuses. Elle s'était rendue à la chapelle Sainte-Denise pour une courte retraite spirituelle. 2 jours de jeûne, de prière et de silence avant la fête d'un saint catholique. Le diocèse leur avait également confié la tâche d'évaluer l'état de la vieille chapelle pour déterminer si elle devait être restaurée ou désaffectée. Sœur Thérèse, avec son sens du détail, avait été chargée de documenter l'état de la structure. Père Étienne fixa l'image, son esprit dérivant vers des calculs qu'il avait faits d'innombrables fois auparavant. Sœur Madeleine aurait 96 ans maintenant, sœur Jeanne 93 ans. Même si, par quelques miracles, elles avaient survécu à ce qui leur était arrivé, elles seraient des femmes frêles et très âgées. Mais Béatrice aurait 56 ans et Thérèse seulement 51 ans, encore potentiellement dans la fleur de l'âge. Ils se souvenaient des jours et des semaines frénétiques après leur disparition. La gendarmerie avait fouillé la forêt de fond en comble, passant au peigne fin les broussailles et escaladant les collines environnantes. Des groupes de recherche s'étaient déployés dans les fermes, villages et bourgs alentours. Mais aucun indice n'avait émergé. Continuant à regarder la photographie, ses yeux se posèrent sur la chapelle en arrière-plan. La chapelle Sainte-Denise était une structure simple construite dans les années 1920 pour servir la population catholique dispersée de la région. Ses murs blancs et son modeste clocher étaient visibles derrière les religieuses, entourées des arbres imposants à la lisière de la forêt. Quelque chose toucha le cœur de Père Étienne alors qu'il étudiait le bâtiment. Il n'avait pas visité Sainte-Denise depuis plus de 20 ans, trouvant les souvenirs trop douloureux à supporter. Mais maintenant, en cet anniversaire, il ressentait une étrange envie de la revoir, de marcher là où sa sœur avait marché, de prier là où elle avait prié. Peut-être était-ce une simple sentimentalité, un désir de se sentir proche de Thérèse en ce jour difficile. Ou peut-être une petite voix murmurait-elle au fond de son esprit. Il y avait encore quelque chose à découvrir là-bas, un indice négligé lors de l'enquête initiale. Cette dernière pensée était presque certainement insensée. Que pouvait-on encore trouver après 28 ans? Pourtant, l'appel est indéniable. Père Étienne rangea soigneusement les photographies dans la boîte, sauf celle des 4 religieuses à Sainte-Denise, qu'il glissa dans sa poche. Il se leva de son bureau, prit sa Bible et son chapelet, et quitta son bureau d'un pas décidé. Sur le parking de l'église, il se glissa au volant de sa modeste berline, plaça la photographie sur le siège passager à côté de lui et prononça une brève prière pour demander guidance. Puis il tourna la clé de contact et s'éloigna de Sainte-Anne, se dirigeant vers la forêt et les fantômes de son passé. La route sinueuse menant de Plouarnel à la forêt de Brocéliande fit traverser à Père Étienne des paysages changeants. Les maisons et commerces soignés de la ville cédèrent la place à des fermes dispersées, qui finirent par s'effacer devant l'avancée de la nature sauvage. De grands pins et chênes bordaient la route, leurs ombres tachetant l'asphalte pendant qu'il conduisait. Le trajet dura environ 1 heure et demie, lui laissant amplement le temps de réfléchir. Il se rappela les nombreuses fois où il avait fait le même trajet dans les semaines suivant la disparition des religieuses. À l'époque, sa voiture était remplie d'affiches de personnes disparues portant le visage de Thérèse.
et son cœur était porté par un espoir désespéré. Maintenant, il ne transportait que des souvenirs et une acceptation résignée du mystère qui avait façonné sa vie. Alors que la route se rétrécissait et commençait à grimper dans les contreforts, Père Étienne ralentit son véhicule. La chapelle Sainte-Denise était située dans une petite clairière près de la lisière de la forêt, accessible par une modeste route en terre qui bifurquait depuis la route principale. Il scrutait le bord de la route, cherchant le virage familier. Lorsqu'il atteignit ce qu'il croyait être le bon endroit, Père Étienne fronça les sourcils, perplexe. Au lieu du simple chemin de terre dont il se souvenait, il trouva une route privée pavée bloquée par un portail orné. Un panneau «Propriété privée» était affiché à côté de petites pancartes avertissant de la propriété privée. «Ce n'est pas possible», murmura-t-il, arrêtant sa voiture sur le côté de la route. Il consulta la photographie qu'il avait apportée, comparant le paysage en arrière-plan à ce qu'il pouvait voir depuis sa position. Les collines au loin correspondaient, tout comme la disposition particulière des grands arbres sur la crête. C'était bien le bon endroit. Mais où était la chapelle Sainte-Denise? Père Étienne sortit de son véhicule et s'approcha du portail à pied. Au-delà, il pouvait voir la route privée s'étendant dans la forêt, mais aucun signe du bâtiment blanc de la chapelle. À la place, la zone semblait avoir été largement aménagée, avec des arbres et arbustes ornementaux bordant l'allée. Dérouté, il prit son téléphone portable et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro d'Yves Le Goff, le gardien de longue date de Sainte-Denise. Il n'avait pas parlé depuis des années, mais Père Étienne espérait que l'homme était encore dans la région et pourrait fournir une explication. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix bourrue ne réponde. « Allô ?» Yves, c'est Père Étienne Moreau de Sainte-Anne à Plouarnel. Il y eut une pause, puis une reconnaissance. « Père Étienne, ça fait longtemps. Comment allez-vous ? » « Je vais bien, merci, » répondit Père Étienne, bien que ce ne fût pas tout à fait vrai. « Yves, je me trouve à ce que je crois être l'entrée de Sainte-Denise, mais la chapelle semble avoir disparu. » Une autre pause, plus longue cette fois. « C'est exact, père. Le diocèse a désaffecté la chapelle il y a des années. Elle a été vendue en 1992 à un homme nommé Silas Renaud. Il l'a démolie. » Père Étienne ressentit un frisson malgré la chaleur du jour. Je n'ai jamais entendu parler de la vente de la chapelle, encore moins de sa démolition. Eh bien, après ce qui est arrivé aux religieuses, la fréquentation a fortement chuté. Puis il y a eu cet incident avec le clocher qui s'est fissuré et a failli blesser le pauvre Thomas Fréhel. L'évêque a décidé que ça ne valait pas la peine de l'entretenir pour une si petite congrégation. Père Étienne se retrouva à fixer le panneau «Propriété privée» avec une inquiétude croissante. Ce Silas Renaud possède-t-il toujours la propriété? Oh oui, confirma Yves. Il a tout un domaine là-dedans. Sa maison principale est un peu plus loin, là où la forêt devient plus dense. Le site de la chapelle fait maintenant partie de son domaine. Je vois, dit Père Étienne lentement. J'avais espéré visiter la chapelle aujourd'hui pour des raisons personnelles. C'est l'anniversaire, vous savez. La voix d'Yves s'adoucit avec compréhension. Bien sûr, ça fait 28 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis désolé que vous ayez fait tout ce chemin pour rien, père. Savez-vous si M. Renaud est généralement ouvert aux visiteurs? Peut-être si j'explique la situation. Pour être honnête, il n'est pas connu pour son hospitalité, répondit Yves avec prudence. Un peu reclus, d'après ce qu'on dit, il reste à l'écart, ne se mêle pas beaucoup aux locaux. Père Étienne soupira, la déception pesant lourdement sur ses épaules. Eh bien, merci pour les informations, Yves, je l'apprécie. Écoutez, père, dit Yves, son ton s'éclaircissant légèrement. J'habite toujours à proximité, à moins de 15 minutes d'où vous êtes maintenant. J'ai gardé quelques objets de la chapelle quand elle a été désaffectée. La vieille croix de l'autel, quelques livres de prière, ce genre de choses. Vous êtes le bienvenu pour venir les voir si vous voulez. C'est très gentil de votre part, répondit Père Étienne. Peut-être que je le ferai, mais d'abord, je pense que je vais essayer de parler à Monsieur Renaud. Savez-vous comment je pourrais atteindre sa maison principale? Yves hésita. Eh bien,
Il y a la route privée que vous regardez, mais ce portail est toujours verrouillé. Il y a une route publique qui fait le tour, cependant. Ça vous amènera assez près de la propriété. Après avoir reçu les indications d'Yves, Père Étienne le remercia et mit fin à l'appel. Il retourna à sa voiture, partagé sur la prochaine étape. Une partie de lui estimait qu'il devrait respecter la vie privée de Silas Renaud et se rendre directement chez Yves. Mais une impulsion plus forte le poussait vers la route publique qui menait au domaine de Renaud. 20 minutes plus tard, Père Étienne se retrouva à conduire le long d'une voie étroite qui longeait la lisière de ce qui devait être la propriété de Renaud. À travers les interstices des arbres, il apercevait des pelouses bien entretenues et finalement une structure imposante qui ressemblait à un manoir. Plus qu'une maison conventionnelle, le bâtiment était impressionnant. 3 étages de pierre et de bois, avec de vastes fenêtres et plusieurs terrasses donnant sur la forêt. Cela témoignait d'une richesse qui semblait en décalage avec l'environnement rural modeste. Père Étienne repéra une petite aire de stationnement près de ce qui semblait être une entrée de service de la propriété. Il gara sa voiture, ajusta son col clérical et s'approcha de la résidence imposante avec un mélange de détermination et d'appréhension. En s'approchant de l'entrée principale, un chemin de pierre le guida à travers des jardins soigneusement entretenus et un petit étang décoratif. L'artisanat du lieu était indéniable. Pourtant, Père Étienne ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude en montant les marches jusqu'à la porte d'entrée et en frappant fermement sur le panneau de chêne massif. Death! La porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant un homme grand et athlétique d'une soixantaine d'années, vêtu de vêtements de sport coûteux. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coupés, et dans une main, il tenait une laisse en cuir pour chien. L'expression de l'homme passa d'une attente neutre à un mécontentement évident lorsqu'il remarqua la tenue cléricale de Père Étienne. Oui, demanda-t-il sans chercher à dissimuler l'impatience dans son ton. Bonjour, dit Père Étienne avec un sourire chaleureux. Êtes-vous monsieur Silas Renaud? La mâchoire de l'homme se crispa. Je le suis, et vous êtes sur une propriété privée. Je m'excuse d'arriver sans prévenir. Je m'appelle Père Étienne Moreau, de l'église Sainte-Anne de la Miséricorde à Plouarnel. Il tendit la main, mais Silas Renaud ne fit aucun geste pour la prendre. Que voulez-vous? Demanda Renaud, ses doigts se resserrant sur la laisse. Père Étienne baissa la main, maintenant son calme malgré l'hostilité. J'espérais pouvoir vous prendre quelques minutes de votre temps. Voyez-vous, j'ai visité l'endroit où se trouvait autrefois la chapelle Sainte-Denise, et j'ai été surpris de constater qu'elle avait disparu. Si vous avez vu qu'elle n'est plus là, pourquoi venir m'importuner? La voix de Renaud avait pris une tonalité presque menaçante. J'ai parlé avec Yves Le Goff, l'ancien gardien. Il m'a dit que vous aviez acheté la propriété. Je voulais simplement... Quoi? Me blâmer d'avoir acheté un terrain qui était à vendre? Renaud avança agressivement, forçant Père Étienne à reculer d'un pas involontaire. Êtes-vous de ceux qui pensent que ce terrain est sacré d'une manière ou d'une autre? Le diocèse ne le pensait pas quand ils l'ont vendu. Non, non, dit Père Étienne rapidement, levant les mains en geste d'apaisement. Je ne vous blâme pas du tout. J'étais juste curieux des circonstances. La chapelle avait une signification personnelle pour moi, et je n'étais pas au courant qu'elle avait été démolie. Renaud sembla momentanément apaisé, bien que son expression restât froide. Eh bien, maintenant vous savez. Elle est partie, et tant mieux. Je dors mieux maintenant que je n'ai plus à entendre cette maudite cloche sonner 3 fois par jour et me donner des migraines. Père Étienne ne put s'empêcher de répondre. La cloche de l'Angélus est une belle tradition, monsieur Renaud. Elle appelle les fidèles à réciter le Notre Père et honore l'incarnation de Dieu. C'est censé être un rappel des choses saintes de notre libet du péché et de la mort. Épargnez-moi le sermon, railla Renaud. Les gens peuvent mettre des alarmes sur leur téléphone s'ils ont besoin qu'on leur rappelle de prier. Ils n'ont pas besoin de déranger toute la campagne avec une pollution sonore médiévale. La conversation ne progressait clairement pas dans une direction positive. Père Étienne décida d'essayer une autre approche. Je comprends que vous valorisez votre vie privée, monsieur Renaud, et j'ai empiété sur votre temps. Je m'en excuse.
Peut-être pourrions-nous parler un autre jour quand cela vous conviendra mieux. Il n'y aura pas d'autre jour, dit Renaud platement. Je n'ai aucun intérêt à discuter d'un bâtiment qui n'existe plus depuis des décennies avec un prêtre que je n'ai jamais rencontré auparavant. Maintenant, je vous suggère de partir avant que j'appelle la gendarmerie et vous signale pour intrusion. Père Étienne hocha la tête, reconnaissant l'inutilité de continuer. Très bien. Merci pour votre temps, monsieur Renaud. Que la paix soit avec vous. La seule réponse de Renaud fut de fermer la porte fermement au visage du prêtre. Avec un soupir lourd, Père Étienne se retourna et redescendit le chemin de pierre vers sa voiture. La rencontre l'avait laissé à la fois déçu et troublé. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Renaud, au-delà de la simple grossièreté, qui suggérait une antipathie plus profonde envers l'Église et ses représentants. En atteignant son véhicule, Père Étienne jeta un coup d'œil en arrière vers la maison imposante. Était-ce son imagination ou Renaud l'observait-il depuis l'une des fenêtres à l'étage? La sensation d'être observé lui picota la nuque. Il se glissa sur le siège conducteur et démarra le moteur, partagé entre retourner à Plouarnel et s'arrêter chez Yves Le Goff, comme l'homme l'avait invité à le faire. Peut-être que voir certains des objets préservés de Sainte-Denise lui apporterait la clôture qu'il avait cherchée en venant ici aujourd'hui. En s'éloignant du domaine de Renaud, Père Étienne se retrouva à prendre la route qui passait près de l'ancien site de la chapelle. Il ne pouvait expliquer cette impulsion. Après tout, il savait maintenant qu'il n'y avait rien à voir. Mais quelque chose l'attirait dans cette direction. La voiture contourna un virage, le ramenant en vue de l'emplacement approximatif où Sainte-Denise s'était autrefois dressée. À travers un espace dans les arbres, il pouvait distinguer une zone dégagée où le petit bâtiment avait été maintenant aménagé avec des arbustes ornementaux. Soudain, la radio de la voiture grésilla, émettant un son étrange et obsédant. Père Étienne sursauta, ses mains se crispant sur le volant. Le son était immistakable, un chant grégorien, la musique ancienne et éthérée du culte monastique, mais la radio était éteinte. Il se souvenait distinctement l'avoir éteinte en quittant Plouarnel. Père Étienne gara la voiture sur le côté de la route et fixa la radio, perplexe. Le chant continua pendant plusieurs secondes, puis s'évanouit aussi brusquement qu'il avait commencé. « Qu'est-ce que » murmura-t-il, tendant la main pour toucher le cadran de la radio. Il l'alluma, puis l'éteignit à nouveau, mais le chant mystérieux ne revint pas. L'avait-il imaginé? Une ruse d'un esprit épuisé, peut-être, ou une sorte de dysfonctionnement électrique dans son véhicule vieillissant. Pourtant, alors qu'il était assis là, une sensation particulière l'envahit, la même qu'il avait ressentie plus tôt en regardant la photographie dans son bureau. Une traction au cœur, une certitude inexplicable qu'il était censé être ici, maintenant, pour une raison qu'il ne comprenait pas encore. Les poils de ses bras se dressèrent et une chaleur se répandit dans sa poitrine, des sensations physiques qu'il avait ressenties auparavant dans des moments de prière intense ou d'intuition spirituelle. En séminaire, son directeur spirituel lui avait appris à reconnaître ces moments comme des mouvements potentiels du Saint-Esprit. Une fois de plus, le faible chant émana de la radio silencieuse, et cette fois, Père Étienne était certain qu'il ne l'imaginait pas. C'était comme si une voix d'un autre monde l'appelait, le guidait. Sans comprendre pleinement ses propres actions, Père Étienne effectua un demi-tour prudent et retourna vers le portail qui bloquait l'accès à l'ancien site de la chapelle. Quoi qu'il se passât, il se sentait obligé d'enquêter davantage, même si cela signifiait qu'il ait risqué une autre confrontation avec l'inhospitalier Silas Renaud. Père Étienne gara sa voiture sur le bord de la route près du portail qui marquait l'entrée de la propriété de Silas Renaud. Les panneaux propriété privée se dressaient devant lui, leurs avertissements clairs et sans ambiguïté. Il resta assis un moment, les mains encore sur le volant, questionnant la sagesse de ce qu'il envisageait. « Seigneur, guidez mes actions, » murmura-t-il. « Si je m'égare dans mon jugement, montrez-moi le bon chemin. » Mais la étrange sensation de sollicitation spirituelle persistait. Et après un dernier moment d'hésitation, Père Étienne sortit de son véhicule. Il s'approcha du portail avec prudence, pleinement conscient qu'il envisageait de pénétrer sur une propriété privée, une action difficile à concilier avec ses obligations morales
en tant que prêtre. Pourtant, le chant mystérieux de sa radio avait éveillé en lui une conviction qui transcendait les préoccupations ordinaires. Plutôt que de tenter de forcer le portail lui-même, Père Étienne commença à marcher le long de la clôture périphérique, cherchant un point de vue d'où observer l'ancien site de la chapelle. La clôture était imposante, 8 pieds de métal ornés mais robustes, mais elle suivait les contours du terrain forestier inégal, descendant parfois plus près du sol là où le terrain s'élevait dessous. En marchant, Père Étienne ferma brièvement les yeux, essayant de visualiser. Le chêne avait disparu, probablement enlevé lors des rénovations de Renault, mais un groupe de pins qui se tenait derrière la chapelle restait, offrant un point de référence. Père Étienne continua le long de la clôture, se dirigeant vers la zone où il croyait que la chapelle s'était dressée. En marchant, son pied accrocha soudain une racine d'arbre exposée, le faisant trébucher en avant. Il tendit les mains pour se rattraper, saisissant la clôture métallique, mais l'élan de sa chute fit peser son poids sur une section où les poteaux étaient fixés dans un sol inégal. Un craquement sec retentit lorsque le joint affaibli de la clôture céda, créant un espace assez grand pour qu'une personne puisse s'y glisser. Père Étienne se retrouva étalé partiellement sur la propriété de Renaud, la section brisée de la clôture sous lui. Mon Dieu, murmura-t-il, se relevant et époussetant la terre de ses vêtements. Il n'avait pas eu l'intention d'endommager la clôture, encore moins de créer un moyen d'entrer sur le terrain privé. Pourtant, il était là, face à une opportunité inattendue ou une tentation. Père Étienne jeta un coup d'œil vers la route, s'assurant que personne n'avait été témoin de son vandalisme accidentel. La zone était déserte, le seul son étant le bruissement des feuilles dans la brise de l'après-midi. Il regarda la clôture brisée, puis la clairière au-delà où Sainte-Denise s'était autrefois dressée. « Pardonnez-moi » murmura-t-il, se signant avant de passer prudemment à travers l'ouverture dans la clôture. Une fois sur la propriété de Renaud, Père Étienne se déplaça rapidement mais avec prudence vers l'ancien site de la chapelle. La zone avait été aménagée avec des plantes ornementales non indigènes qui semblaient déplacées contre le décor de la forêt naturelle. Rien ne restait pour indiquer qu'un lieu de culte avait jamais existé ici. Pas de pierre de fondation, pas de croix, pas de mémorial d'aucune sorte. Cette absence frappa Père Étienne comme particulièrement triste. C'était comme si Silas Renaud avait délibérément effacé toute trace de l'existence de la chapelle, supprimant non seulement le bâtiment, mais son souvenir même du terrain. Alors qu'il méditait sur cela, un éclat de lumière réfléchi attira son attention. Quelque chose près du sol, partiellement caché par des arbustes décoratifs. Curieux, Père Étienne s'approcha et écarta les branches pour révéler une grille métallique encastrée dans la terre, une sorte de conduit d'aération. Elle semblait vieille et usée, ses barres de fer rouillées par le temps. Père Étienne fronça les sourcils, perplexe. Si la chapelle avait été complètement démolie, pourquoi une vieille grille d'aération serait-elle restée? Et pourquoi une zone aménagée sans structure aurait-elle besoin de ventilation? Il s'accroupit près de la grille, l'examinant de plus près. Le design était vintage, peut-être des années 1930 ou 1940, avec des volutes ornées autour des bords. Cela semblait incongru avec l'esthétique minimaliste moderne de la propriété de Renaud. En se penchant plus près, un son s'éleva à travers la grille. Si faible qu'au début, Père Étienne pensa l'avoir imaginé. Mais il revint, un bourdonnement mélodique doux suivi de ce qui semblait distinctement être une touxe humaine. Le sang de Père Étienne se glaça. Le bourdonnement rappelait le chant grégorien qu'il avait entendu à la radio de sa voiture, mais ce n'était pas un problème électrique ou un produit de son imagination. Quelqu'un était sous terre, sous ce qui avait autrefois été la chapelle Sainte-Denise. « Bonjour » appela-t-il doucement à travers la grille, mais le bourdonnement continua sans interruption, suggérant que la personne ne pouvait pas l'entendre depuis son emplacement souterrain. Père Étienne se redressa, son esprit s'emballant. Les implications étaient troublantes. Pourquoi y aurait-il un espace souterrain sous l'ancien site de la chapelle? Et plus important encore, qui était là-dessous? Il regarda autour de lui, s'attendant presque à voir Silas Renaud s'approcher avec fureur, mais la propriété restait calme et apparemment non surveillée.
du moins dans cette section. La maison principale était cachée par un bosquet d'arbres et aucune caméra de sécurité n'était visible à proximité. Sortant son téléphone de sa poche, Père Étienne composa le 112, sa main tremblant légèrement alors qu'il portait l'appareil à son oreille. 112. Quelle est votre urgence? Répondit la voix d'un opérateur. Je m'appelle Père Étienne Moreau, dit-il, gardant sa voix basse malgré l'apparente solitude. Je suis sur la propriété de Silas Renaud, près de l'ancien site de la chapelle Sainte-Denise, à côté de la route D769. J'ai. Il hésita, soudain conscient de l'étrangeté de son rapport. Je crois que quelqu'un est peut-être coincé sous terre. J'entends chanter et tousser venant d'une grille d'aération. Il y eut un bref silence à l'autre bout. Monsieur, dites-vous que vous pensez que quelqu'un est retenu contre son gré? Je ne sais pas, admit Père Étienne, mais il semble y avoir un espace souterrain et quelqu'un est définitivement là-dessous. Vu l'isolement de l'endroit et le fait que cette propriété est privée, je suis inquiet. Êtes-vous sur la propriété légalement, monsieur? Demanda l'opérateur, une note de scepticisme dans sa voix. Père Étienne grimaça. J'ai accidentellement endommagé une section de la clôture et je me suis retrouvé sur la propriété. Je sais que je suis en infraction, mais cela semblait être une situation d'urgence. Je comprends. Quelle est votre position exacte sur la propriété? Père Étienne décrivit sa position du mieux qu'il put, expliquant qu'il était près de l'endroit où se trouvait autrefois la chapelle Sainte-Denise. Nous envoyons des gendarmes pour enquêter, assura l'opérateur. Veuillez rester où vous êtes jusqu'à leur arrivée, sauf si vous vous sentez en danger. Merci, répondit Père Étienne, un soulagement l'envahissant. J'attendrai près de mon véhicule, qui est garé sur le bord de la route, près du portail principal. Après avoir mis fin à l'appel, Père Étienne jeta un dernier regard à la mystérieuse grille d'aération. Le bourdonnement avait cessé, mais en écoutant attentivement, il pouvait encore entendre des sons occasionnels de mouvement en dessous. Quelqu'un était définitivement là-dessous, et cette pensée lui donna des frissons. Il retourna à la section endommagée de la clôture, se glissant prudemment à travers l'ouverture et regagnant la route publique. En marchant vers sa voiture garée, il composa le numéro d'Yves Le Goff, ressentant un besoin urgent de rassembler plus d'informations avant l'arrivée des gendarmes. Yves, c'est encore Père Étienne. J'ai besoin de vous poser une question importante. Quand Sainte-Denise était encore debout, y avait-il une sorte de sous-sol ou de pièce souterraine en dessous? Yves sembla surpris par la question. Non, père. La chapelle était construite sur une simple dalle de fondation. Pas de sous-sol, pas de crypte, rien de tel. Pourquoi demandez-vous? Père Étienne expliqua ce qu'il avait découvert, la grille d'aération et les sons venant de sous terre. C'est impossible, dit Yves fermement. Il n'y avait jamais de structure souterraine à Sainte-Denise. Je l'aurais su. Alors la seule explication est que quelqu'un l'a construit après la démolition de la chapelle, conclut Père Étienne, quand Silas Renaud a pris possession. C'est troublant, admit Yves. Que comptez-vous faire? J'ai déjà appelé la gendarmerie. Ils envoient des gendarmes pour enquêter. Je viens aussi, décida Yves. Je connais cette propriété mieux que quiconque. Je peux être là dans 10 minutes. Père Étienne le remercia et mit fin à l'appel, puis s'installa dans sa voiture pour attendre, tripotant les perles de son chapelet et murmurant des prières pour quiconque pourrait être piégé sous la terre où Sainte-Denise s'était autrefois dressée. Père Étienne était assis dans sa voiture garée, ses doigts glissant méthodiquement sur les perles lisses de son chapelet alors qu'il récitait les prières familières. Le rituel apportait une certaine sérénité à son esprit troublé, bien que des questions continuaient de tourbillonner sous la surface de sa concentration. Qui pouvait bien être sous terre sur l'ancien site de la chapelle? À quoi pouvait servir une chambre souterraine dans un endroit aussi isolé? Et, plus troublant encore, y avait-il un lien possible avec la disparition des 4 religieuses il y a 28 ans? Cette dernière question semblait farfelue, même pour Père Étienne. 28 ans était un temps incroyablement long pour que quiconque reste caché. Pourtant, le timing de sa découverte, le jour même de l'anniversaire de la disparition, lui semblait plus qu'une simple coïncidence.
Un véhicule approchant depuis la direction de la ville interrompit ses pensées. C'était une camionnette cabossée que Père Étienne reconnut comme appartenant à Yves Le Goff. L'ancien gardien se gara derrière sa berline et sortit de la cabine, son visage marqué par l'inquiétude. Père Étienne, appela Yves en s'approchant. Des nouvelles des gendarmes? Pas encore, répondit Père Étienne, sortant pour le saluer. Merci d'être venu si vite. Yves hocha la tête, ses yeux scrutant la route et l'entrée barrée de la propriété de Renaud. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Ça n'a aucun sens. Si Renaud a construit quelque chose sous terre là où se trouvait la chapelle, les gens auraient remarqué les travaux. On ne creuse pas un sous-sol sans équipement lourd. À moins que cela n'ait été fait progressivement au fil du temps, suggéra Père Étienne, ou peut-être y avait-il déjà une cavité naturelle dans le sol qui l'a agrandie. Yves secoua la tête, dubitatif. Cette région n'a pas de grotte ni rien de tel. C'est principalement du bedrock solide sous quelques pieds de terre. Avant qu'il ne puisse spéculer davantage, le son distinct des sirènes approchant se fit entendre. Une voiture de gendarmerie contourna le virage, gyrophare allumé, mais la sirène s'éteignant alors qu'elle s'arrêtait devant la voiture de Père Étienne. Deux gendarmes en sortirent, l'un plus âgé avec des cheveux grisonnants aux tempes, l'autre plus jeune et mince, avec une alerte dans ses mouvements suggérant un passé militaire. Leurs insignes les identifiaient comme étant de la gendarmerie du Morbihan. Père Moreau? Demanda le gendarme plus âgé, s'approchant avec un comportement professionnel mais non hostile. Oui, gendarme. Merci d'être venu. Père Étienne désigna son compagnon. Voici Yves Le Goff, l'ancien gardien de la chapelle Sainte-Denise qui se trouvait sur cette propriété. L'officier plus âgé hocha la tête en guise de reconnaissance. Je suis le gendarme Guillaume et voici le gendarme Reynaud. Le central nous a informé que vous avez signalé des sons provenant d'un emplacement souterrain sur une propriété privée. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce que vous avez découvert? Père Étienne expliqua les circonstances qui l'avaient conduit dans la région, sa violation accidentelle de la clôture et la découverte de la grille d'aération avec des sons en émanant. Il prit soin de souligner son regret pour l'intrusion, ce que le gendarme Guillaume reconnut d'un petit geste de la main. Concentrons-nous d'abord sur la question du bien-être, dit le gendarme. Si quelqu'un est en effet piégé ou retenu contre son gré, cela prime sur une infraction mineure d'intrusion. Yves intervint. J'ai entretenu Sainte-Denise pendant plus de 20 ans avant qu'elle ne soit vendue. Il n'y avait jamais de structure souterraine associée à la chapelle. Ce qui est là maintenant a été construit après que Silas Renaud en a pris possession. Le jeune gendarme, Reynaud, qui prenait des notes en silence, leva les yeux. Monsieur Renaud est un propriétaire important dans ces environs. Ce sont des implications sérieuses. Je comprends, dit Père Étienne solennellement. Je n'accuse pas Monsieur Renaud de quoi que ce soit. Je rapporte simplement ce que j'ai entendu et exprime mon inquiétude pour quiconque pourrait être là-dessous. Le gendarme Guillaume hocha la tête pensivement. D'accord. Allons voir cette grille d'aération que vous avez découverte. Monsieur Le Goff, puisque vous connaissez la propriété, accepteriez-vous de nous accompagner? Pas du tout, acquiesça Yves. Les quatre hommes se dirigèrent vers la section endommagée de la clôture. Père Étienne indiqua l'ouverture qu'il avait involontairement créée, et ils se frayèrent un chemin prudemment sur la propriété de Renaud. Père Étienne les conduisit aux arbustes ornementaux qui dissimulaient partiellement la grille d'aération. La voici, dit-il, écartant les branches pour révéler la grille rouillée. Le gendarme Guillaume s'accroupit à côté, examinant la grille avec un œil exercé. C'est du vieux travail, ça ne correspond pas du tout à l'aménagement moderne. Le gendarme Reynaud le rejoignit, éclairant la grille avec une lampe torche. On ne voit pas grand-chose. Le conduit s'incline après environ 2 mètres. Écoutez, insista Père Étienne. Restez silencieux un moment. Les quatre hommes se turent, tendant l'oreille pour capter tout son venant d'en bas. Pendant près d'une minute, il n'y eut que le bruit ambiant de la forêt, les appels des oiseaux, le bruissement des feuilles. Père Étienne commença à craindre que quiconque était en bas ait soit bougé loin de la grille, soit se soit tu en entendant des voix au-dessus. Puis,
Faiblement mais distinctement, une voix féminine commença à fredonner. La mélodie était obsédante, archaïque, un fragment de musique sacrée que Père Étienne reconnut immédiatement, malgré sa qualité brisée et vacillante. Salve Regina, murmura le gendarme Guillaume, une lueur de reconnaissance traversant ses traits burinés. Yves hocha la tête en confirmation. Oui, l'antienne mariale chantait dans les monastères et couvents depuis des siècles. Le fredonnement continua pendant quelques secondes encore, puis s'éteignit, remplacé par le son d'une respiration laborieuse et d'une toux sèche et râpeuse. Les gendarmes échangèrent des regards significatifs. Le gendarme Reynaud se redressa, son expression maintenant grave. Il y a définitivement quelqu'un là-dessous, et à en juger par cette toux, il pourrait avoir besoin de soins médicaux. Nous devons parler à monsieur Renaud immédiatement, décida le gendarme Guillaume. C'est au minimum une vérification de bien-être. Je ne comprends pas, dit Yves, secouant la tête, perplexe. Cette grille d'aération n'était pas là quand la chapelle était debout, et il n'y avait jamais de sous-sol ou de pièces souterraines. Comment quelqu'un pourrait-il être là-dessous? C'est ce que nous allons découvrir, répondit le gendarme Guillaume, son ton indiquant qu'il était pleinement passé en mode enquête. Allons à la résidence de Renaud. Les 4 hommes retournèrent à la route et à leurs véhicules respectifs. Suivant la voiture des gendarmes, Père Étienne et Yves parcoururent la courte distance jusqu'à la maison principale de Silas Renaud. La structure imposante semblait plus menaçante que jamais à leur approche, ses nombreuses fenêtres comme des yeux vigilants scrutant leur arrivée. Le gendarme Guillaume ordonna à Père Étienne et Yves de rester près de leur véhicule pendant que lui et le gendarme Reynaud s'approchaient de la porte d'entrée. Père Étienne observa les gendarmes frapper et attendre, la tension évidente dans leur posture malgré leur comportement professionnel. Plusieurs instants passèrent avant que la porte ne s'ouvre. Mais ce ne fut pas Silas Renaud qui apparut. Au lieu de cela, le groupe le vit s'approcher depuis l'arrière de la propriété, toujours vêtu de ses vêtements de sport et tenant en laisse un grand berger allemand. Son expression passa rapidement d'une curiosité polie à une fureur à peine contenue lorsqu'il repéra Père Étienne et Yves près de la voiture des gendarmes. Que signifie tout ceci? Demanda Renaud en atteignant les marches de l'entrée. Pourquoi ces intrus sont-ils à nouveau sur ma propriété? Le gendarme Guillaume se présenta ainsi que son partenaire, expliquant le but de leur visite sur un ton mesuré. Nous avons reçu un signalement de son provenant de ce qui semble être une structure souterraine sur l'ancien site de la chapelle. Nous aimerions vous poser quelques questions à ce sujet, monsieur. Le visage de Renaud s'empourpra de colère. C'est scandaleux. D'abord, ce prêtre se présente sans invitation, pénètre sur ma propriété en brisant ma clôture, et maintenant il fait des accusations insensées et gaspille les ressources de la gendarmerie. Personne ne fait d'accusation, monsieur Renaud, dit calmement le gendarme Reynaud. Nous suivons simplement une préoccupation de bien-être, une préoccupation de bien-être. Quelqu'un semble se trouver dans un espace souterrain sur votre propriété, et il semble qu'il pourrait avoir besoin de soins médicaux. C'est absurde, rétorqua Renaud. Il n'y a personne sur ma propriété à part moi et mes chiens. Je le saurais si quelqu'un vivait dans un bunker souterrain secret, et vous compte à quel point cela semble ridicule. Néanmoins, monsieur, nous sommes obligés d'enquêter, dit fermement le gendarme Guillaume. Nous aimerions votre permission pour inspecter votre maison et les terrains, y compris toute zone souterraine. Absolument pas. La main de Renaud se resserra sur la laisse, faisant bouger l'animal nerveusement. C'est une propriété privée. Vous n'avez pas le droit de fouiller sans mandat. Monsieur Renaud, commença le gendarme Reynaud, son ton raisonnable mais insistant. S'il y a quelqu'un en détresse sur votre propriété, même un intrus dont vous n'êtes pas conscient, ne voudriez-vous pas le savoir? Il pourrait s'agir d'un squatteur qui s'est introduit dans une vieille structure dont vous ignorez l'existence. Les yeux de Renaud se plissèrent avec suspicion. Il n'y a pas de vieille structure dont je ne suis pas conscient. Je possède ce terrain depuis plus de 25 ans. Je connais chaque pouce de celui-ci. Alors, qu'en est-il de la grille d'aération près de l'ancien site de la chapelle? Demanda le gendarme Guillaume. Celle qui semble ventiler un espace souterrain.
Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans l'expression de Renaud. Une hésitation momentanée que Père Étienne capta avant que le visage de l'homme ne se durcisse à nouveau en un refus obstiné. J'ai installé un système de drainage quand j'ai aménagé cette zone, dit Renaud avec dédain. Ce que vous appelez une grille d'aération est probablement juste une grille décorative recouvrant un tuyau de drainage. Il n'y a rien de sinistre là-dedans. Un système de drainage ne chante pas d'hymne ni ne tousse, monsieur Renaud, observa sèchement le gendarme Guillaume. Renaud tourna son regard furieux vers Père Étienne. Cet homme a clairement orchestré toute cette situation. Il a probablement apporté un appareil qui joue des sons enregistrés et l'a placé près du drain. Il me harcèle parce qu'il en veut à ce que j'ai acheté une propriété de l'église. Je ne ferai jamais une telle chose, protesta Père Étienne, se signant. Comme Dieu est mon témoin, j'ai entendu une voix de femme venant de cette grille. Nous l'avons tous entendu tout à l'heure. Renaud ricana. Un prêtre invoquant Dieu tout en faisant intrusion et en mentant. Comme c'est typique. Ça suffit, monsieur Renaud, dit sèchement le gendarme Guillaume. Nous demandons votre coopération volontaire. Si vous refusez, nous n'aurons d'autre choix que de poursuivre d'autres voies légales. Alors poursuivez-les, répondit froidement Renaud. En attendant, je veux que ces gens quittent ma propriété immédiatement. S'ils ne sont pas partis dans 2 minutes, je porterai plainte pour intrusion contre vous tous. Reconnaissant l'impasse, le gendarme Guillaume fit signe à Père Étienne et Yves de retourner à leur véhicule. Les gendarmes suivirent, regagnant leur voiture avec des pas mesurés, suggérant que cette retraite était stratégique plutôt que définitive. En atteignant la voiture de gendarmerie, le gendarme Guillaume parla doucement à Père Étienne. « Ne vous inquiétez pas, père. Ce n'est pas fini. Je vais contacter le central et demander des informations sur l'acte de propriété, l'historique de propriété et tout incident ou plainte préalable à cet endroit. Je veux aussi revoir le dossier sur ces religieuses disparues en 1980. Quelque chose ne va pas ici. » Père Étienne hocha la tête avec gratitude. « Merci, gendarme. Je sais que cela doit sembler étrange, mais je crois vraiment que quelqu'un a besoin d'aide là-dessous. » « Je vous crois. Nous avons tous entendu quelque chose, » répondit le gendarme. « Que ce soit exactement ce que vous pensez, nous le déterminerons avec une enquête appropriée. Rentrez chez Yves pour le moment. Nous resterons en contact. » Le trajet jusqu'à la maison d'Yves fut bref mais tendu. Les deux hommes perdus dans leurs pensées sur la voie mystérieuse sous les terres de l'ancienne chapelle. La maison d'Yves se révéla être un modeste chalet en retrait de la route principale, entouré de grands pins projetant de longues ombres dans le soleil de fin d'après-midi. Pas grand-chose, mais c'est chez moi, dit Yves en guidant Père Étienne à l'intérieur. L'intérieur était simplement meublé mais confortable, avec des meubles usés et des murs décorés de souvenirs de pêche et de quelques photographies encadrées. « C'est très accueillant, » répondit Père Étienne avec sincérité, notant la croix suspendue bien en vue au-dessus de la cheminée en pierre. Yves s'affaira dans la petite cuisine à préparer du thé pendant que Père Étienne s'installait dans un fauteuil. « J'ai conservé plusieurs objets de Sainte-Denise lorsqu'elle a été désaffectée, » lança Yves par-dessus son épaule. « Ils sont dans un coffre dans la chambre d'amis. Je vous les montrerai après notre thé. » Père Étienne hocha la tête, son esprit toujours préoccupé par la grille d'aération et la voix obsédante qui en était sortie. « Yves, pourquoi penses-tu que le diocèse ne m'a jamais informé de la vente de la chapelle? J'étais à Sainte-Anne à l'époque, et ma sœur faisait partie des religieuses disparues. Quelqu'un aurait dû me consulter. » Yves revint avec 2 mugs fumants en tendant un à Père Étienne, avant de s'asseoir en face de lui. La décision venait du bureau de l'évêque à Vannes. Je ne pense pas que cela ait été bien géré, pour être honnête. Après ce qui est arrivé aux religieuses, la fréquentation a chuté de manière significative. Puis il y a eu cet incident avec le clocher. « Que c'est-il » demanda Père Étienne, sirotant le thé chaud avec gratitude. « Une défaillance structurelle, » expliqua Yves. « La chapelle a été construite dans les années 1920 et l'entretien était minimal. Un dimanche matin en 1991, le clocher a développé une grande fissure.
La vieille cloche devait peser 135 kilos. Elle s'est écrasée, manquant de peu de tuer le pauvre Thomas Rieu, qui remplaçait comme gardien pendant que j'étais immobilisé avec une jambe cassée. Quelqu'un a-t-il été blessé? Par la grâce de Dieu, non. Mais c'était la goutte d'eau pour le diocèse. Ils ont déclaré le bâtiment dangereux et l'ont fermé immédiatement. Début 1992, ils ont décidé de le désaffecter complètement plutôt que de payer pour des réparations. Père Étienne fronça les sourcils. Et Silas Renaud l'a acheté peu après? C'est exact. Il a payé en liquide, et d'après ce qu'on m'a dit, plus que le terrain ne valait, ce qui a suscité quelques interrogations. Mais le diocèse avait besoin de fonds pour des rénovations à la cathédrale, alors ils n'ont pas posé de questions. Qu'a fait Renaud de la propriété immédiatement après l'achat? Yves plissa le front en se remémorant. Il a fait démolir la chapelle tout de suite. Il avait une équipe sur place en quelques jours. Il y a eu quelques protestations de locaux qui pensaient que le bâtiment aurait pu être sauvé, mais légalement, il ne pouvait rien faire. Après cela, il a commencé à aménager les terrains, mais il n'a jamais construit quoi que ce soit de substantiel sur le site de la chapelle lui-même. As-tu remarqué des activités de construction inhabituelles, quelque chose qui pourrait suggérer qu'il construisait quelque chose sous terre? Rien d'évident, répondit Yves, puis il s'interrompit. Bien qu'il y ait eu une période en 1983 où des gens ont signalé entendre des bruits étranges la nuit, des machines en fonctionnement, ce genre de choses, et certains se sont plaints de tremors. Père Étienne se pencha en avant, son intérêt piqué. Des tremors, comme des séismes? C'est ce que les autorités ont conclu, une activité sismique mineure, mais ça semblait étrange que ce soit localisé à cette zone spécifique. Certains se demandaient si Renault faisait des travaux d'excavation. Et personne n'a enquêté plus loin. Yves haussa les épaules. Un gendarme est venu, a regardé autour, n'a rien trouvé de suspect, et c'était fini. Renaud a toujours été bien connecté. Il fait des dons aux bonnes causes, connaît les bonnes personnes. La conversation dériva vers d'autres sujets. Les changements à Plouarnel au fil des années, le déclin de la congrégation à Sainte-Anne et des discussions théologiques reflétant la foi profonde des deux hommes. Le temps passa rapidement et Père Étienne fut surpris lorsque son téléphone sonna, interrompant le rythme confortable de leur échange. Père Moreau à l'appareil, répondit-il. Père, c'est le gendarme Guillaume. La voix de l'officier semblait énergique et déterminée. J'ai avancé. J'ai parlé à la juge Martin qui est sensible à nos préoccupations. Elle a délivré un mandat d'urgence pour une recherche de bien-être en raison de la suspicion raisonnable de confinement illégal. Père Étienne sentit une vague d'espoir. C'est une excellente nouvelle, gendarme. Nous retournerons à la propriété de Renaud d'ici 1 heure. Je voulais vous prévenir, bien que je dois vous conseiller de rester à l'écart pour des raisons de sécurité. C'est maintenant une opération officielle de la gendarmerie. Yves, ayant entendu la conversation, insista pour qu'ils puissent au moins observer de loin, arguant que leur présence spirituelle pourrait être importante si quelque chose de significatif était découvert. Avec une certaine réticence, le gendarme Guillaume accepta qu'ils restent dans leur véhicule à une distance, mais strictement en tant qu'observateurs. 1 heure plus tard, Père Étienne et Yves se garèrent le long de la voie publique, près de l'entrée de la propriété de Renaud. De leur position, ils pouvaient voir plusieurs véhicules de gendarmerie arriver, y compris un fourgon médico-légal et une ambulance en attente à proximité. Une précaution qui fit frissonner Père Étienne. Le gendarme Guillaume s'approcha brièvement de leur voiture. Nous entrons avec le mandat. J'ai configuré ma caméra corporelle pour diffuser sur ce canal. Il leur montra comment accéder au flux sur le téléphone de Père Étienne. Vous pouvez regarder d'ici, mais n'approchez sous aucun prétexte. Est-ce clair? Les deux hommes hochèrent la tête en signe d'accord, et le gendarme Guillaume retourna auprès de ses collègues. Ils observèrent les gendarmes s'approcher de la porte d'entrée de Renaud, mandat en main. À travers l'écran du téléphone, ils virent Renaud répondre, son visage se contorsionnant de rage à la vue des gendarmes et du document qu'il présentait. L'audio était étouffé, mais suffisamment clair pour entendre ses protestations véhémentes, menaçant de poursuites et d'appel à son avocat.
Malgré ces objections, les gendarmes exécutèrent leur mandat de recherche, examinant méthodiquement la maison principale pendant que Renaud était surveillé dans son salon. Après environ 45 minutes, le gendarme Guillaume rapporta via la caméra corporelle que la maison et le sous-sol conventionnel n'avaient rien révélé de suspect. Nous nous dirigeons maintenant vers la route forestière et les dépendances, narra Guillaume, pour ceux qui suivaient le flux. Monsieur Renaud a confirmé qu'il y a un hangar de stockage le long de la route privée reliant sa maison principale à l'ancien site de la chapelle. Père Étienne et Yves regardèrent attentivement alors que les gendarmes, accompagnés d'un Renaud visiblement furieux, se dirigeaient le long de la route forestière. Le chemin était bien entretenu, mais étroit, serpentant entre des arbres anciens, créant un effet de tunnel dans la lumière déclinante du jour. Après environ 15 minutes de marche, la caméra montra une structure en bois modeste, le hangar de stockage mentionné par Renaud. Il était plus grand que Père Étienne ne l'avait attendu, peut-être 6 mètres carrés, avec des panneaux vieillis et un toit métallique. C'est juste un hangar à outils, pouvait-on entendre Renaud dire. Équipement de jardinage, fourniture d'entretien, ce genre de choses. Une pure perte de temps. Les gendarmes fouillèrent méthodiquement le bâtiment, qui contenait effectivement un assortiment d'outils, d'équipements de pelouse et de fournitures de jardinage. L'espace était poussiéreux et semblait peu utilisé, avec des toiles d'araignée dans les coins et une odeur de moisi que l'un des gendarmes commenta. Alors que la recherche touchait à sa fin, un bruit soudain retentit. L'un des gendarmes avait laissé tomber une lourde clé qui atterrit sur le plancher de bois avec un son creux inattendu. La caméra descendit pour montrer le gendarme Reynaud s'agenouillant, tapotant expérimentalement sur les planches. Cette section sonne différemment, observa-t-il, sortant sa lampe torche pour examiner la zone de plus près. Ces planches semblent plus récentes que les autres. Malgré les nouvelles protestations de Renaud, les gendarmes commencèrent à retirer les planches suspectes. Dessous, ils découvrirent un escalier en pierre descendant dans l'obscurité. Monsieur Renaud, dit le gendarme Guillaume, sa voix claire à travers le micro de la caméra corporelle. Voudriez-vous expliquer ceci? Le visage de Renaud avait blêmi, son assurance précédente remplacée par un silence tendu. Lorsqu'il refusa de commenter, Guillaume ordonna à plusieurs gendarmes de rester avec lui pendant que lui et le gendarme Renaud se préparaient à descendre l'escalier. Passage aux lampes tactiques, narra Guillaume en activant une puissante lampe torche. Nous descendons dans le passage souterrain. La caméra montra un escalier en pierre étroit qui semblait avoir été taillé directement dans le bedrock. Les marches étaient usées au centre, suggérant un usage régulier sur plusieurs années. Au bas des escaliers, une lourde porte en bois bloquait toute progression. Verrouillé, rapporta Reynaud, examinant le mécanisme en fer d'apparence ancienne. Monsieur Renaud, nous avons besoin de la clé de cette porte. Depuis le haut, la voix de Renaud retentit, toujours provocante. Je ne sais rien d'aucune porte. Ça devait être là quand j'ai acheté la propriété. Les gendarmes échangèrent des regards sceptiques, et Guillaume ordonna à ses collègues de chercher une clé. L'un d'eux remarqua une petite cavité dans le mur à côté de l'escalier, partiellement dissimulée par l'ombre. À l'intérieur se trouvait une clé en fer, verte de vieillesse, mais apparemment fonctionnelle. Trouvez une clé, rapporta le gendarme, la remettant à Guillaume. Le gendarme inséra la clé dans la serrure qui tourna avec un grincement métallique sonore. La porte s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un tunnel sombre au-delà. Nous entrons dans ce qui semble être un tunnel artificiel, narra Guillaume, sa voix maintenant étouffée et tendue. Environ 1,8 mètre de haut, 1 mètre de large. Les murs sont en pierre et en terre, soutenus par des poutres en bois à intervalles réguliers. Preuve de construction relativement récente malgré des tentatives pour le faire paraître plus ancien. Les gendarmes progressèrent prudemment dans le tunnel, qui s'étendait sur ce qui semblait être plusieurs centaines de mètres. Le passage s'incurvait légèrement, et Père Étienne réalisa avec un sursaut qu'il devait mener en direction de l'ancien site de la chapelle. Après quelques minutes de marche, le tunnel s'élargit en une petite chambre. La lumière de la caméra révéla un mobilier rudimentaire. Un mince matelas sur le sol, un seau dans un coin,
une petite table avec les restes qui semblent être de la nourriture, et puis les lèvres gercées de la femme bougèrent, formant des mots avec un effort visible. Sœur Thérèse, Thérèse Moreau. Dans la voiture d'Yves, Père Étienne haleta, sa main se portant à sa bouche. Des larmes jaillirent de ses yeux alors qu'il murmurait « Ma sœur, c'est ma sœur ». Yves posa une main rassurante sur son bras, son propre visage exprimant le choc et l'incrédulité. À travers la caméra corporelle, il pouvait voir que la petite chambre était tapissée de gravures religieuses. Croix, saints, scènes bibliques, toutes apparemment créées à partir de bouts de bois et de pierre. Une seule bougie se trouvait sur la table de fortune, éteinte depuis longtemps. Sur un mur, une grande croix avait été minutieusement gravée dans la pierre. Sœur, disait le gendarme Guillaume, sa voix professionnelle mais bienveillante. Nous allons vous procurer des soins médicaux immédiatement. Pouvez-vous me dire s'il y a quelqu'un d'autre ici avec vous? Le regard de la femme se tourna vers un coin sombre de la chambre où la lumière de la caméra n'avait pas encore atteint. Béatrice, murmura-t-elle, mais elle est partie vers Dieu il y a de nombreuses années. La caméra pivota pour révéler ce qui semblait être des restes humains. Un squelette allongé sur un matelas similaire, partiellement recouvert d'une couverture en lambeaux. Nous avons besoin de l'équipe médicale ici immédiatement, dit Guillaume dans sa radio, sa voix tendue par une émotion contrôlée, et informer l'unité médico-légale que nous avons des restes humains également. Incapable de se contenir plus longtemps, Père Étienne bondit de la voiture, ignorant les protestations d'Yves. Il courut vers le périmètre de la gendarmerie où un officier tenta de l'intercepter. « S'il vous plaît, supplia Père Étienne, c'est ma sœur qu'ils ont trouvée. Je suis Père Étienne Moreau. Elle a disparu depuis 28 ans. Je dois la voir. » L'officier, reconnaissant le nom d'un briefing précédent, parla dans sa radio. Après une brève consultation, il escorta Père Étienne à travers le périmètre jusqu'à l'endroit où l'équipe médico-légale et les ambulanciers se préparaient à entrer dans le tunnel. « Attendez ici, Père, » ordonna l'officier. Ils la sortiront bientôt. Le temps sembla s'étirer alors que Père Étienne attendait, alternant entre prières et tentatives de comprendre la réalité de ce qui se passait. Après ce qui sembla une éternité, l'activité à l'entrée du hangar s'intensifia. Des gendarmes émergèrent, suivis d'ambulanciers transportant soigneusement une civière. Dessus reposait sœur Thérèse, à peau si maigre et fragile qu'elle faisait à peine une silhouette sous la couverture qui la recouvrait. Alors qu'il passait près de l'endroit où se tenait Père Étienne, sa tête se tourna légèrement et leurs regards se croisèrent. Malgré les ravages du temps et de la souffrance, il reconnut sa sœur dans ses yeux. Des yeux qui avaient autrefois scintillé de dévotion juvénile, maintenant des puits d'expérience insondables. Ses lèvres bougèrent. Et bien qu'aucun son n'en sortît, Père Étienne put lire les mots qu'elle forma. « Dieu ne m'a jamais abandonné ». Alors que les ambulanciers la conduisaient vers l'ambulance en attente, un autre groupe émergea du hangar, transportant un sac mortuaire, les restes de sœur Béatrice, présuma Père Étienne. La vue lui envoya une nouvelle vague de chagrin, tempérée par le miracle de la survie de sa sœur. Au milieu de l'activité, il aperçut Silas Renaud, menotté, conduit par les gendarmes, l'arrogance précédente de l'homme, remplacée par une expression maussade et vaincue. Alors que Renaud passait près de l'endroit où se tenait Père Étienne, il se précipita soudain en avant et cracha directement sur le prêtre, le crachat atterrissant sur sa joue. « Fier de vous, père ?» grogna Renaud avant que les gendarmes ne le tirent en arrière. Père Étienne essuya calmement son visage, sa voix ferme alors qu'il répondait « Je considère comme une joie d'avoir souffert comme mon Seigneur. » Alors que Renaud était emmené, Père Étienne entendit des bribes de conversation entre les gendarmes discutant de ce qu'ils avaient trouvé. L'un d'eux mentionna la découverte d'un second ensemble de restes squelettiques dans une autre chambre, spéculant qu'il pourrait s'agir des restes de sœur Béatrice, qui avait à peu près le même âge que Thérèse lorsqu'elle avait disparu. Yves apparut aux côtés de Père Étienne, l'ayant suivi à un rythme plus prudent. « L'ambulance est prête à partir, » dit-il doucement. « Nous devrions les suivre à l'hôpital. » Père Étienne hocha la tête, son cœur trop plein pour parler.
Ensemble, ils retournèrent à la voiture d'Yves et suivirent l'ambulance alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse de la propriété de Silas Renault, sirène hurlante, transportant la survivante miraculeuse d'un cauchemar de 28 ans vers la lumière de la liberté. Les lumières de l'entrée des urgences projetaient des ombres dures sur la baie de l'ambulance, alors que les ambulanciers faisaient rouler sœur Thérèse à travers les portes coulissantes. Père Étienne et Yves étaient arrivés quelques instants derrière eux, se garant à la hâte et se précipitant vers l'entrée, seulement pour être interceptés par le personnel de l'hôpital. Je suis désolé, père, dit fermement, mais avec compassion, une infirmière. Vous ne pouvez pas l'accompagner pour le moment. L'équipe médicale a besoin d'espace pour travailler. Elle est dans un état extrêmement fragile. Je comprends, répondit Père Étienne, bien que chaque fibre de son être aspirât à rester aux côtés de sa sœur. Mais je suis sa seule famille encore en vie. Elle a disparu pendant 28 ans. Je la croyais morte jusqu'à aujourd'hui. L'expression de l'infirmière s'adoucit. Les médecins feront tout leur possible pour elle. Il y a une salle d'attente juste au bout de ce couloir. Je promets que quelqu'un viendra vous parler dès que possible. À contre-cœur, Père Étienne laissa Yves le guider vers la salle d'attente, un espace stérile avec des chaises inconfortables et des magazines dépassés. Les deux hommes restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, l'ampleur des événements de la journée étant trop écrasante pour une conversation anodine. Finalement, Yves brisa le silence. C'est un miracle, père, après toutes ces années, de la retrouver vivante. Un miracle, en effet, acquiesça Père Étienne, la voix empreinte d'émotion. Bien que je redoute ce qu'elle a dû endurer pour survivre. Elle avait sa foi, dit simplement Yves. Parfois, cela suffit. Père Étienne hocha la tête, trouvant du réconfort dans cette pensée. Il se rappela les gravures religieuses qui tapissaient la chambre souterraine, preuve que même dans la captivité la plus sombre, sa sœur avait maintenu sa dévotion à Dieu. Je devrais appeler Sainte Anne, réalisa-t-il soudain. La congrégation devrait savoir qu'elle a été retrouvée. Alors qu'il tendait la main vers son téléphone, celui-ci sonna dans sa main. L'écran affichait le numéro du gendarme Guillaume. Gendarme, répondit Père Étienne. Je suis à l'hôpital. Ma sœur est en cours de traitement maintenant. C'est une bonne nouvelle, père, répondit Guillaume. Je vous appelle pour vous donner des nouvelles de l'enquête. Nous avons placé Silas Renault en garde à vue, mais il refuse de parler sans la présence de son avocat. Cependant, nous avons trouvé quelque chose d'important en fouillant plus minutieusement sa maison. Un journal. Il semble qu'il ait tenu des registres détaillés pendant des décennies. Père Étienne ressentit un frisson. Quel genre de registre? C'est un contenu troublant, père. Le journal contient de longs écrits sur sa haine de l'Église catholique et des femmes religieuses en particulier. Il y a des entrées datant de la fin des années 1970 décrivant son obsession pour les religieuses de Sainte-Denise. Mais pourquoi? Demanda Père Étienne, peinant à comprendre la profondeur de la haine nécessaire pour commettre de tels crimes. Quelle motivation pouvait-il avoir? Il y eut une brève hésitation avant que Guillaume ne continue. Selon ses écrits, la mère de Renaud l'a abandonné bébé, le laissant avec sa grand-mère. Elle est devenue religieuse plus tard. Il ne l'a jamais connue, ne l'a même jamais vue. Sa grand-mère qui l'a élevé était apparemment une catholique stricte, qui le maltraitait physiquement au nom de la discipline religieuse. Il a développé une haine pathologique des religieuses en particulier, les voyant comme des femmes qui abandonnaient leurs devoirs naturels envers leur famille. Père Étienne ferma les yeux, une vague de tristesse l'envahissant. Une telle brisure, murmura-t-il. Une pensée si tordue. Il y a plus, père, continua Guillaume, la voix sombre. Le journal détaille ce qui est arrivé aux autres religieuses. Les deux sœurs aînées, Madeleine Lefebvre et Jeanne Carpentier, sont apparemment mortes dans la première année de captivité. Vu leur âge et les conditions dans lesquelles elles étaient détenues, ce n'est pas surprenant. Que leurs âmes reposent en paix, murmura Père Étienne, se signant. Sœur Béatrice a survécu plus longtemps, près d'une décennie selon les entrées de Renaud. Elle est morte au début des années 1990 d'une infection respiratoire non traitée, semble-t-il. Et ma sœur, comment a-t-elle survécu quand les autres n'y sont pas parvenus?
Guillaume hésita à nouveau. Père, certains aspects du journal de Renaud sont particulièrement pénibles. Il semble avoir développé une fixation sur sœur Thérèse. Il la gardait séparée des autres, surtout après la mort de sœur Béatrice. Il y a des photographies dans le journal qui suggèrent qu'il l'a soumise à des traitements dégradants. Père Étienne haleta, une nausée montant dans sa gorge. Mon Dieu, non. Je suis désolé, père. Les preuves indiquent qu'il a été physiquement et psychologiquement violent envers elle pendant des années. C'est remarquable qu'elle ait maintenu sa santé mentale dans de telles conditions. Ma sœur n'a pas péché, dit fermement Père Étienne, autant pour lui-même que pour le gendarme. Elle était une victime. Le péché appartient entièrement à son ravisseur. Bien sûr, père, acquiesça solennellement Guillaume. Personne ne suggérerait le contraire. Yves, qui écoutait la partie de la conversation de Père Étienne, posa une main réconfortante sur son épaule. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir, continua Guillaume. Le journal détaille comment il a réussi à enlever 4 religieuses sans que personne ne les retrouve. C'était une opération méticuleusement planifiée. Renaud observait Sainte-Denise depuis des mois, apprenant les routines des religieuses. Quand il a appris qu'elles seraient seules pendant leur retraite, il a vu son opportunité. Comment les a-t-il enlevées sans laisser de preuves? Demanda Père Étienne, se rappelant comment l'enquête avait été entravée par l'absence complète de signes de lutte ou d'entrée forcée. Selon ses écrits, il s'est fait passer pour un voisin amical, apportant du thé et des provisions à la chapelle. Le thé était drogué. Les 2 religieuses aînées l'ont bu et sont devenues somnolentes. Quand les plus jeunes les ont aidées à se coucher, Renaud est entré et les a maîtrisées une par une. Il a commencé par les aînées qui étaient frêles et plus faciles à soumettre. Votre sœur a failli s'échapper. Elle s'est débattue et a presque atteint la porte, mais il l'a assommée et l'a ensuite droguée également. Père Étienne grimaça, imaginant la terreur de sa sœur. Il les a emmenés par un passage de service dans la vieille chapelle, les chargeant dans son véhicule pendant la nuit. Ensuite, il a minutieusement nettoyé la chapelle, brûlant toutes les traces, leurs sacs, lettres, literies. Il a même lavé les sols avec de la chaux pour détruire toute preuve. Au moment où l'alarme a été donnée, il n'y avait plus rien à trouver. Et l'enquête de la gendarmerie demanda Père Étienne, se souvenant de la frustration et de l'impuissance qu'il avait ressentie durant ces premières semaines. Les enquêtes rurales en 1980 n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, expliqua Guillaume. Ah, les ressources étaient limitées, les techniques médico-légales moins avancées et la tenue des registres était approximative au mieux. Une fois les recherches initiales infructueuses, l'affaire est rapidement devenue froide. Renaud lui-même n'a jamais été considéré comme suspect. Il était riche, respecté dans la communauté, sans casier judiciaire. Et puis, il a acheté la chapelle par l'intermédiaire d'une société intermédiaire, conclut Père Étienne, les pièces du puzzle se mettant en place. Exactement. Après l'achat, il a construit les chambres souterraines et le tunnel les reliant à son hangar de stockage. Cela explique les rapports de bruit de construction nocturne et de tremors en 1983. Comment personne n'a-t-il rien remarqué? S'exclama Yves, indigné. Père Étienne relaya la question à Guillaume, qui soupira audiblement. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, mais le journal de Renaud suggère qu'il a soudoyé certains fonctionnaires pour ignorer les plaintes et détourner les regards pendant la construction. Nous enquêterons sur ces allégations de manière approfondie. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'une femme en blouse tenant un porte-bloc qui s'approcha. Êtes-vous Père Moreau, le frère de sœur Thérèse? Père Étienne mit rapidement fin à son appel avec le gendarme Guillaume, promettant de reparler bientôt et se tourna vers la doctoresse. Oui, c'est moi. Comment va ma sœur? La doctoresse, une jeune femme d'une quarantaine d'années, aux yeux bienveillants mais à l'expression sérieuse, s'assit en face d'eux. Je suis le docteur Shen. Votre sœur est dans un état stable, mais je veux être franche avec vous. Sa santé est extrêmement compromise. Elle est sévèrement dénutrie, présente une atrophie musculaire importante, une carence en vitamine D due à l'absence de soleil, et montre des signes de fractures guéries qui n'ont jamais été correctement traités.
Père Étienne hocha la tête, essayant d'absorber l'évaluation clinique des souffrances de sa sœur. La préoccupation la plus immédiate est de la réintroduire aux conditions environnementales normales, continua le docteur Shen. Après des décennies sous terre, son système immunitaire est sévèrement affaibli. Nous devons être prudents face aux infections potentielles et ses yeux seront sensibles au niveau de lumière normaux pendant un certain temps. Quand puis-je la voir demanda Père Étienne, la voix à peine audible. Elle est installée en soins intensifs maintenant, répondit le docteur Shen. Nous devons être extrêmement prudents avec les visiteurs. Toute personne qui entre doit porter un équipement de protection, masque, blouse, gants, pour minimiser le risque d'introduire des pathogènes. Même avec ces précautions, je ne peux autoriser que de très brèves visites au début. Je comprends, dit Père Étienne, bien que la perspective d'un nouveau délai fût agonisante. J'ai attendu 28 ans. Je peux attendre quelques heures de plus pour assurer sa sécurité. Le docteur Shen sourit doucement. Elle a demandé après vous, vous savez. Une des premières choses qu'elle a dites était le nom de son frère. Elle savait que vous la trouveriez un jour. Des larmes montèrent aux yeux de Père Étienne à cette révélation. Elle n'a jamais perdu la foi. Apparemment pas, acquiesça le docteur Shen. Les ambulanciers ont rapporté qu'elle serrait un chapelet fait de ce qui semblait être des bouts de bois et des fils de vêtements. Elle a refusé qu'ils le prennent, même pendant le traitement. Ça lui ressemble, dit Père Étienne, un sourire triste traversant son visage. Sa foi a toujours été plus forte que la mienne, même quand nous étions enfants. Vous pourrez la voir dans environ 1 heure, promit le docteur Shen, se levant. Une infirmière viendra vous chercher quand elle sera prête pour les visiteurs. Alors que la doctoresse s'éloignait, Père Étienne se tourna vers Yves. Ça vous dérangerait si je passais un moment dans la chapelle? J'ai besoin de prier. Bien sûr que non, répondit Yves. Je resterai ici au cas où il y aurait des nouvelles. Père Étienne se dirigea vers la petite chapelle de l'hôpital, un espace modeste conçu pour accueillir diverses confessions. La trouvant vide, il s'agenouilla devant l'autel simple et inclina la tête. Merci, Seigneur, pour ce miracle, murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Merci d'avoir préservé ma sœur à travers son épreuve. Merci de m'avoir conduit à elle après toutes ces années. Il continua en prière silencieuse pendant un certain temps, luttant avec les émotions complexes qui bouillonnaient en lui. Joie de la découverte de sa sœur, chagrin pour ses souffrances, colère envers son ravisseur, et des questions persistantes sur pourquoi Dieu avait permis à un tel mal de perdurer si longtemps. Finalement, une sensation de paix s'installa en lui. Les mystères des voies de Dieu demeuraient, mais Père Étienne se trouva à accepter que certaines questions pourraient ne jamais avoir de réponse satisfaisante dans cette vie. Ce qui importait maintenant était que sa sœur avait été retrouvée, et qu'en quelque sorte, à travers une obscurité inimaginable, sa foi avait perduré. Lorsqu'il retourna à la salle d'attente, Yves parlait avec une infirmière venue escorter Père Étienne aux soins intensifs. Après avoir enfilé l'équipement de protection requis, il la suivit à travers une série de portes jusqu'à une chambre privée où sa sœur reposait, entourée d'équipements médicaux. La silhouette dans le lit ressemblait à peine à la jeune femme vibrante qui avait disparu il y a 28 ans. Le visage de sœur Thérèse était émacié, sa peau pâle après des décennies sans soleil. Pourtant, lorsque ses yeux s'ouvrirent et trouvèrent les siens, Père Étienne reconnut immédiatement la lumière intérieure qui avait toujours défini sa sœur. Une radiance spirituelle que même la captivité la plus sombre n'avait pu éteindre. Étienne, murmura-t-elle, sa voix faible mais claire. Tu m'as trouvé. Thérèse, répondit-il, des larmes coulant sous son masque de protection, alors qu'il prenait doucement sa main frêle dans la sienne, gantée. Je n'ai jamais cessé de chercher, jamais cessé de prier. Un semblant de sourire effleura ses lèvres gercées. Je savais que tu ne le ferais pas. Je l'ai dit à Béatrice. Dieu t'enverrait à nous un jour. Je suis tellement désolé que ça ait pris si longtemps, dit Père Étienne, la voix brisée. Sœur Thérèse secoua légèrement la tête. Le temps de Dieu. Parfait. Toujours parfait. L'infirmière toucha l'épaule de Père Étienne, indiquant que sa visite devait se terminer. Il hocha la tête, comprenant. Je serai juste dehors, promit-il à sa sœur.
Je ne quitterai pas l'hôpital. Nous avons tant à nous dire quand tu seras plus forte. Dis-moi une chose, murmura sœur Thérèse, alors qu'il se préparait à partir. L'Église est-elle toujours forte? Ah, Père Étienne sourit sous son masque. Les portes de l'enfer n'ont pas prévalu contre elle, assura-t-il, citant la promesse du Christ dans l'évangile de Matthieu. Repose-toi maintenant, ma sœur. Dieu est avec toi, et moi aussi. En quittant la pièce, Père Étienne ressentit un profond sentiment d'émerveillement face à la première préoccupation de sa sœur, qui était pour l'Église plutôt que pour elle-même. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, ses priorités restaient fermement alignées sur sa vocation. C'était un témoignage d'une foi qui transcendait les circonstances, une foi qu'il avait soutenue à travers 28 ans d'obscurité et qui guiderait, maintenant, son retour à la lumière.